On dit souvent que la colère, elle est mauvaise conseillère, surtout quand on parle d'injustice, Oui, qu'elle serait même contre-productive en fait. c'est ça. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que parfois, la colère, c'est pas la seule réponse juste, même si elle complique tout? Hmm. C'est un peu cette tension qu'on va explorer aujourd'hui, je crois, en s'inspirant pas mal des idées d'une philosophe, Amia Srinivasan. Oui, sur ce qu'elle appelle l'aptness de la colère, son caractère approprié, si on veut. Voilà, son adéquation face à l'injustice, exactement. Et notre but, c'est de comprendre ça. Quand est-ce que la colère peut être vue comme juste, en fait, moralement, peu importe si elle nous dessert ou pas. D'accord. Et au passage, on va parler d'une forme d'injustice un peu moins connue, ce qu'elle nomme l'injustice affective. Alors, commençons peut-être par l'argument le plus courant, celui qu'on entend tout le temps. La colère, c'est mauvais parce que c'est pas efficace, ça nuit à la cause. Oui, l'argument stratégique. C'est ça. L'exemple classique, c'est ce fameux débat de 1965 entre James Baldwin Ah oui. et William F. Buckley. Buckley, en gros, il mettait en garde Baldwin, hein. Il disait attention, votre colère, la colère des Noirs américains, ça va juste provoquer plus de violence blanche. Il faut être pragmatique, disait-il, pas en colère. Voilà. Puis cette méfiance, elle est ancienne, hein. On la retrouve chez les stoïciens déjà, qui rejetaient toute colère. Carrément. Et même aujourd'hui, des penseurs, comme Martha Nussbaum par exemple, s'inquiètent que ça braque les alliés potentiels, que ça nuise à la recherche de solutions. Ok, décortiquons ça. Parce que cette vision purement utilitaire, est-ce qu'elle ne passe pas à côté de quelque chose? C'est tout l'enjeu de l'analyse de Srinivasan. Hmm, Son idée centrale, c'est que la colère peut être appropriée, moralement ajustée, on pourrait dire, ok. indépendamment de ses conséquences pratiques. Approprié, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une colère apte, comme elle dit, ce n'est pas juste être déçu, ce n'est pas juste un «Ah, j'aurais préféré que ça se passe autrement». D'accord. Non, c'est reconnaître qu'il y a eu une faute morale, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, point. Ah oui. Et ressentir cette colère, c'est une manière d'enregistrer l'injustice sur le plan affectif. C'est une forme d'appréciation de la réalité morale. Ça va plus loin que de juste savoir que l'injustice existe. Je vois. Ce qui est fascinant ici, c'est que si on juge la colère uniquement sur son utilité, eh bien on rate complètement sa pertinence morale. On passe à côté de l'essentiel. Exactement. C'est un peu comme elle prend cette image de l'amant infidèle, qui reproche à sa partenaire sa colère. Au lieu de reconnaître sa faute. Voilà. Hmm. Il déplace le problème. Il met l'accent sur les conséquences de la colère de l'autre, pour ne pas parler de sa propre trahison. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce que ça met les victimes dans une situation impossible, non? Tout à fait. Elles doivent choisir, soit elles ressentent cette colère qui est juste légitime, soit elles se taisent, elles agissent prudemment pour pas que ça leur retombe dessus. C'est un dilemme terrible. James Baldwin disait ça d'ailleurs. Être noir en Amérique et être conscient, c'est être en rage presque tout le temps. Oui, Et le premier défi, c'est de contrôler cette rage pour pas qu'elle te détruise. et c'est précisément ça, le cœur de l'injustice affective dont parle Srinivasan. Cette obligation de choisir entre l'émotion appropriée, la colère, et ton propre intérêt pragmatique, éviter les ennuis. Eh bien, c'est une injustice de plus. Une injustice en soi. Oui, une sorte de taxe psychique, quoi, imposée aux opprimés. Ça vient du fait que, socialement, la colère des groupes marginalisés est souvent très mal reçue, elle entraîne plus d'oppression. Hmm. Et donc, quand on conseille le calme, la prudence, même avec de bonnes intentions, on risque de masquer la responsabilité de ceux qui créent ce contexte dangereux pour la colère légitime. Ça interroge aussi cette vieille idée, Oui, cette opposition classique entre colère et raison. comme si la colère était forcément l'ennemi de la raison. Alors que non, pas forcément. Bah non. La colère, on peut l'évaluer rationnellement. Est-ce qu'elle vise une vraie injustice? Ah, est-elle proportionnée? D'ailleurs, des penseurs féministes, des penseurs noirs, comme Audre Lorde, Oui, bien sûr. elles ont bien montré que la colère pouvait être une source de savoir, d'énergie pour le changement. Une force motrice. Absolument. Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, écarter la colère de la politique au nom de la rationalité, très souvent ça revient à faire taire ceux qui ont le plus de raisons d'être en colère, et donc à protéger le statu quo. Donc si on résume un peu, la colère face à l'injustice, ce n'est pas juste une affaire de stratégie, d'efficacité. Non, Elle peut être une réponse moralement appropriée, une façon de reconnaître la vérité d'une situation. exactement. Et forcer quelqu'un à choisir entre cette colère juste et sa propre sécurité, son bien-être, ça constitue en soi une injustice affective. Hmm. Et comprendre ça, je crois,
ça change notre regard sur les réactions à l'injustice. Ça invite à questionner un peu ces conseils de calme, de pragmatisme qu'on donne si souvent aux victimes. Et à reconnaître le poids supplémentaire qu'elle porte. Tout à fait. La charge mentale, affective que ça représente. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Une dernière pensée peut-être. Si le rejet de la colère en politique, ça sert souvent à maintenir l'ordre, à faire taire les opprimés, que se passerait-il si on reconnaissait plus ouvertement, publiquement, la légitimité de certaines colères? Hmm. Même celles qui nous dérangent, hein, même celles qui semblent contre-productives à première vue. Comment ça pourrait transformer nos débats, nos exigences de justice? Bonne question.